refait le Mac, le podcast sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Vous pouvez nous retrouver sur le site www.onrefaitlemacom, sur Clubix, sur la plupart des sites de partage de vidéos, sur le CD-ROM du magazine iCreate et sur l'application iPhone On refait le Mac. Avec l'annonce de la démission de Steve Jobs, On refait le Mac se devait d'être au rendez-vous malgré les vacances. Tout de suite, on fait le point dans le sommaire. J'ai toujours dit que si jamais je venais à ne plus être en mesure d'assumer mes fonctions et obligations en tant que CEO d'Apple, je serais le premier à vous le faire savoir. Malheureusement, ce jour est arrivé. C'est par ces mots adressés au conseil d'administration d'Apple que Steve Jobs a annoncé sa démission. Le cofondateur de la pomme a désigné Tim Cook comme successeur. Mais peut-on succéder à un personnage aussi charismatique que Steve Jobs? Beaucoup s'interrogent. Nous allons tenter d'y répondre, ainsi qu'aux nombreuses questions que vous nous avez adressées sur Twitter et qui constituent le fil rouge de cette édition spéciale. On refait le Mac, épisode 70. Steve Jobs s'en va. Pour nous rejoindre sur cette table numérique aujourd'hui, Rodrigo Sepúlveda-Schultz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Bonsoir plutôt, parce que c'est dans 6 minutes le bonjour. Oui, mais les gens qui nous regardent, c'est en différé, c'est le matin, donc il ne faut pas le dire. Autre invité qui se marre, c'est Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, les vacances ont été bonnes, ont été longues. Oui. On pensait reprendre, on refait le Mac début septembre, mais on arrive un peu plus tôt que prévu, car l'actualité n'attend pas malheureusement. Autre invité que vous connaissez bien, on les appelle plus les invités, c'est des chroniqueurs. Hein. C'est Monsieur X, j'allais dire son nom. C'est l'ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, moi j'essaye toujours de partir en vacances, c'est pas encore fait. Mais entre faire les valises, réparer la machine à laver qui a cassé il y a 1 heure et enregistrer avec vous, c'est pas encore gagné. Hein. Oui, il y a pas mal de choses qui vont de travers en ce moment, y compris chez Apple, malheureusement. Donc messieurs, comme je vous le disais en préambule, tout au long de cette émission, on va essayer de répondre aux nombreuses questions des internautes qui nous ont appelés sur Twitter. Une question récurrente que vous êtes nombreux à nous avoir posée sur Twitter, c'est concernant le départ bien sûr de Steve Jobs. Est-ce que selon vous, messieurs, c'est un départ programmé ou au contraire un coup de théâtre? Quel est votre sentiment? Tiens, on va commencer par Cédric. Non, alors d'abord, cette succession, parce qu'en fait c'est une succession, elle a été pensée, elle a été préparée, elle a même été écrite. C'est-à-dire que le conseil d'administration d'Apple savait quel était le plan de succession de Steve Jobs. Ça a été préparé, amené. Maintenant, est-ce que la date était écrite d'ores et déjà depuis plusieurs mois? Là, ce serait de la conjecture un peu stérile, parce qu'on ne sait pas ce qui a poussé Steve Jobs exactement à prendre cette décision-ci à ce moment précis, à part son état de santé dont on n'a pas à juger. Donc non, c'est un peu mais la lettre de Jobs est à la fois courte et claire. Il dit je vous ai promis que le jour où je serai plus en mesure d'assurer mes fonctions à 100%, eh bien vous seriez les premiers à le savoir. Et bien voilà, ce jour est venu, et donc je passe la main à Tim Cook, ce qu'il avait déjà fait depuis le début de l'année. Monsieur X. Et auparavant déjà, qu'il était parti 2 mois. Ouais, c'est ça. Ben là, il était en congé maladie toujours. Hein. Il était officiellement remplacé par Tim Cook, sachant qu'il est intervenu quand même lors de la keynote de l'iPad et la WWDC en juin dernier. Il y a quand même une proximité de l'actualité Apple, une proximité d'un lancement en septembre est toujours vraiment privilégié pour le lancement de chez Apple. Le fait que Steve ne soit pas sur scène, mais c'est une question récurrente, on en parlera tout à l'heure pour les prochaines keynotes. Ça montre quand même qu'il y a certainement eu une petite accélération, Monsieur X ou Rodrigo. Écoute, on ne sait pas encore si Steve ne va pas ou va être sur scène au prochain keynote, et puis on ne sait même pas quand est-ce qu'il va avoir lieu. Dans ces nouvelles, je pense que dans ces nouvelles fonctions, on peut très bien le voir, ou en tous les cas imaginer le voir assumer les keynotes. Donc moi, je pense que sur ce sujet, il faut attendre. J'espère qu'il sera là, personnellement. Voilà. Moi, j'en sais rien en fait. J'ai en effet le sentiment que Apple prépare des trucs très longtemps à l'avance. Moi, ça m'a vraiment bluffé quand il est passé sur Intel.
la petite phrase où il a dit et on fait tourner en parallèle OS X sur Intel depuis 5 ans. Donc je pense que ça fait longtemps qu'il prépare soit sa succession parce qu'il en a juste assez et que ça fait longtemps qu'il fait ça, soit son départ en raison de sa maladie. C'est probablement des tests. À 2 reprises, Tim Cook a fait la transition pour Steve Jobs quand il n'était pas là. Ça a été préannoncé au début de l'année, ça l'annonce là. Il dit qu'il va rester pendant très longtemps. Il prend la présidence du conseil de l'administration. On en parlera plus tard. Je pense que tout le monde est au courant. Je pense que c'est minutieusement préparé. On sait que Apple maîtrise très très bien sa communication. Est-ce qu'il va continuer dans les keynotes ? Moi, je pense qu'il ne devrait pas. S'il dit qu'il se retire progressivement, alors il se retire progressivement. C'est pas en faisant un tour de passe-passe avec les titres, en disant je suis plus CEO, je suis président, l'autre est plus COO mais CEO. Peut-être qu'il y a également un effet, il le fait juste là, parce qu'il va annoncer quelque chose de très fort dans 10 jours, peut-être, hein, le 5 septembre, on ne sait pas. Ou le 7. Ou le 7. Et est-ce qu'il lance une nouvelle génération de téléphones, de télé, de machines ? Est-ce que ces effets-là vont à nouveau porter à la hausse le cours de bourse ? Mais concrètement, Monsieur X, on peut penser logiquement du temps où toi tu étais au sein d'Apple, même si tu n'étais pas au courant de tout puisque tu étais en Europe, il y a effectivement, comme l'évoquait Rodrigo, une roadmap, hein, en clair comment dire, une carte d'évolution. Un échéancier. Un échéancier, merci Cédric, et que les choses ne vont pas s'improviser. Apple, c'est quand même rêvé comme du papier à musique, Monsieur X. En tous les cas, à moyen terme, le moyen terme, c'est au moins 2 ou 3 ans. Ouais. Chez Apple, je dirais même qu'il n'y a pas une roadmap, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs possibilités d'évolution des produits qui sont investigués en parallèle, que ce soit côté du matériel ou côté du logiciel. Apple est réputé pour ça. Donc, il n'y a pas de raison que dans les mois, même dans les 1, 2, 3 années à venir, d'un point de vue produit, ce qui a été déjà planifié, à savoir par Steve, n'arrive pas. Je pense même que les gens qui vont être en place, que ce soit Tim Cook et les autres, vont avoir vraiment à cœur et vont mettre un point d'honneur à sortir ce que le patron avait planifié stricto sensu. Ouais. Bon, donc il n'y a pas de problème à moyen terme. C'est plutôt à long terme quand va falloir réinventer, réavoir de la vision, que là on aura à se poser des vraies questions. Mais en clair, tu penses que durant toutes ces années, notamment celles où tu étais chez Apple, Steve Jobs a réussi à inculquer je dirais sa culture du produit, on peut dire. Alors ça c'est autre chose, hein. Il a inculqué la manière de faire en termes de gérer les affaires sur les développements produits, sur la communication, sur une certaine idée du marketing, sur quel produit il faut lancer sur le marché et quand. Voilà. Donc il a monté un processus pour lancer les nouveaux produits chez Apple. Maintenant, pour que ce processus marche, il a beau être bien rodé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui alimente ce processus avec des bonnes idées. Et ça s'apprend pas, hein. On l'a ou on l'a pas. Et t'as beau avoir le meilleur processus de lancement de produit, si tu lances un mauvais produit, t'es sujet éventuellement de l'arrêter 2 mois après. C'est ce qu'a fait HP avec peut-être la tablette HP WebOS. Donc le processus il est là, les gens sont formés, y compris Tim Cook. Il a montré qu'il sait faire un certain nombre de choses, mais l'inspiration produit Tim Cook il l'a pas, et les autres en dessous, c'est pas sûr. On en reparlera de la personnalité plus, Tim Cook, mais 2-3 ans, oui, après mystère. Est-ce qu'on peut s'élever, pardon, un petit peu la vue à 35 000 pieds? On en a parlé dans un épisode sur le design. La réussite d'Apple, c'est sur un pied le design. Le design, pas la beauté physique du produit, mais c'est la conception des interfaces, c'est la conception interne des machines, c'est la conception de la supply chain, des usines de fabrication, etc. Et ça, probablement, Monsieur X a raison, cette culture-là a été diffusée entièrement au sein d'Apple. Et assimilée. Et assimilés, ils le font très très bien. Et je voyais aujourd'hui Cédric parler dans une vidéo en disant qu'il y a même une université interne chez Apple qui l'inculque, etc. Donc là je ne m'inquiète pas beaucoup. C'est l'une des seules sociétés au monde à faire ça et ils le font extrêmement bien. Et je pense que ça fait partie des gènes d'Apple et ça, maintenant Steve l'a passé.
L'autre chose, moi, qui me frappe énormément sur ce bonhomme, et je n'ai pas d'autres exemples en tête comme ça, c'est qu'il a réinventé 4 industries. Il a réinventé l'industrie du film d'animation avec Pixar, au moment où il était parti, il a investi son argent, il a mis, je crois, 70 millions de dollars, etc. L'industrie de l'ordinateur individuel, puis l'industrie de la musique, puis l'industrie de la téléphonie. Et là, pour revenir à ce que disait Monsieur X, est-ce qu'il va révolutionner encore une nouvelle industrie? Est-ce que Apple va réussir à révolutionner encore une industrie? Et ça, c'est au-delà. Je pense à la télé, c'est ça? Mais pas que. Genre, la télé, pour les 3-4 prochaines années, quand tu regardes le chiffre d'affaires d'Apple, c'est plus de 50% sur un produit qui a 5 ans, hein, sur l'iPhone. Voilà. L'iPod, ça a un petit peu plus, tu as 10 ans. Le métier historique, qui a 30 ans, n'est plus que 20%, un petit peu moins du chiffre d'affaires, le Mac. Donc cette partie stratégique, cette vision stratégique de l'entreprise, je ne sais pas d'où elle vient. On dit souvent aux États-Unis, c'est le board qui la génère. Ils ont des gens très très bien au board. Hein. Mais est-ce que c'est lui ou est-ce que Tim Cook saura reprendre ça et se réinventer comme ça pour devenir quand même... ils ont été cet été, par moment, première capitalisation boursière mondiale. C'est quand même étonnant. C'est beaucoup de choses cet été. Mais on C'est a vraiment une étonnant. synthèse pour cette première. Eh ben c'est raté. On refait le Mac, mais là, bon voilà, on fera ça peut-être dans la prochaine. On va essayer d'aller un peu plus vite, messieurs, parce que c'est la première question, on a fait 10 minutes. C'est bien. Pour rebondir sur ce que tu disais, Rodrigo, et notamment, tu parlais des universités, donc je me tourne vers Cédric. On sait que Steve Jobs essaye de former les futurs dirigeants d'Apple. Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou c'est vraiment... Non, c'est pas une légende du tout. Cette culture, ils veulent la développer. D'ordinaire, la culture d'entreprise, j'ai vu un très bon papier récemment qui dit que si vous reprenez par exemple une entreprise, n'espérez pas changer sa culture, parce que la culture, c'est un truc qui est plus profond. Dans l'essentiel des entreprises, la culture, elle se développe et elle se transmet par capillarité, c'est-à-dire toi tu vas arriver dans une nouvelle boîte et tu vas comprendre au bout d'un moment comment les choses fonctionnent, qui sont les choses importantes, quelles sont les valeurs de l'entreprise si elle en a. Et ben chez Apple, ça a été systématisé et même écrit. C'est un très bon papier qui est sorti récemment dans Fortune, je crois, qui a été démenti par personne, qui dit il y a une université formelle chez Apple avec un curriculum écrit par et avec Steve Jobs et avec des cours délivrés aux managers par Tim Cook lui-même pour transmettre exactement ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la culture du produit, qu'est-ce qu'on fait, comment on lance, quelles sont les recettes si elles existent à l'intérieur d'Apple. Je te raconte pas à quel point on aimerait bien avoir une copie des polycopiés quand même, hein, ça nous ferait bien plaisir. Un jour peut-être, oui, mais il faut qu'on trouve un monsieur Y maintenant. Donc voilà, et tout ça fait partie aussi de la succession de Jobs, c'est-à-dire d'être arrivé à insuffler ce truc qui fait qu'Apple pourrait continuer à être Apple, parce que c'est la chose qu'on n'arrive pas à comprendre, enfin qu'on n'arrive pas honnêtement à envisager. Qu'est-ce que c'est Apple sans Steve Jobs? On ne sait pas à quoi ça ressemble, parce que personne n'aura, sans même parler de vision de ses qualités intrinsèques, mais au moins de sa légitimité. C'est-à-dire que jusque-là, Apple est Apple parce que personne ne peut contester la parole de Steve Jobs. Demain, Tim Cook, il va quand même être à la merci d'un conseil d'administration, même si Steve Jobs est à sa tête. On va y venir. Mais pour Rodrigo, donc a pris un petit peu d'avance. Donc il évoquait tout à l'heure une question des internautes sur Twitter, notamment de Fli98 qui se posait la question de qui présenterait à l'avenir les keynotes. Tu le disais, Rodrigo, toi tu le conseilles pas de présenter une keynote. Vous êtes assez d'accord avec Rodrigo, messieurs? En clair, si Steve continue à présenter les keynotes, ce qu'on le souhaite, ça voudrait dire qu'il a encore la force de le faire, il ferait peut-être trop d'ombre à son successeur. Non, moi, je sais même pas si je suis d'accord ou pas avec Rodrigo. Je pense que ça sera plutôt une question de est-ce qu'il peut le faire déjà, avant de est-ce qu'il doit le faire. Moi, je suis à peu près persuadé, voilà, c'est mon feeling, qu'il va encore faire un keynote, parce que je ne vois pas partir d'Apple sans faire une dernière fois cet exercice. Voilà. Alors, ça sera peut-être celui de septembre avec iOS et iCloud, dont je pense savoir, mais c'est un secret de polichinelle, que le lancement est imminent. J'ai des petites infos là-dessus. Donc, il y aura un premier G comme ça en septembre, et puis il y a un deuxième G peut-être avec du hardware, enfin du matériel, iPhone en octobre. mais voilà, je pense qu'il va en faire au moins un dernier. Je le vois pas faire autrement humainement. Après, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que ça dépendra de sa forme et de ce qu'il a envie de faire. Je pense qu'il a peut-être plutôt envie de s'occuper et de lui-même et de sa famille et d'autres choses, et que naturellement, il va passer la main. Mais
un départ de Steve sans un dernier keynote, j'ai du mal à le croire. On avait souvent évoqué ce fait ensemble, plutôt à la fin, en rantaine, dirait-nous, entre nous pour imaginer la rentrée. Et on se disait, on sentait bien que Steve Jobs avait préparé son départ, pas forcément dans l'urgence, et qu'il voulait partir sur un feu d'artifice et sur une apothéose. Et c'est vrai que le lancement d'une nouvelle gamme d'iPhone, pourquoi pas d'une télé ou d'iOS, ça aurait été pas mal, ou d'iCloud. Mais moi quand j'ai vu la lettre hier soir et quand j'ai vu le communiqué d'Apple, forcément on a tous été un peu dans le désespoir. Refroidi quoi. C'est ça, waouh. C'est la douche froide quoi. Et en disant moi comme d'autres, on s'est dit bon bah voilà, c'est fini quoi. Et finalement aujourd'hui, à force de faire des plateaux et des interviews et de répondre aux questions, j'ai quand même fini par affiner un peu ma réflexion. On en est tous là. Et en fait non. Et je suis d'accord avec Monsieur X. S'il faut prendre des paris, parce qu'on n'est plus à ça près maintenant. Moi, je vous dis on les perd à chaque fois. Non, on les perd pas toujours, loin de là. Moi, je vous dis la prochaine keynote. Est-ce qu'il fera la keynote de bout en bout? C'est pas grave, mais l'important c'est que c'est lui qui monte sur scène au début. Et si justement il est pas sûr d'en faire beaucoup après celle-là, alors c'est forcément le feu d'artifice. Alors c'est forcément ce qu'on attend, c'est-à-dire iCloud. Ça c'est même du sous-entendu, c'est même pas important. Avec un iPhone 5, avec un iPhone 4S dont on a vu les photos, et puis un One More Thing qui est la télé, évidemment, parce que c'est ça. Mais c'est super important parce que c'est ça qui boucle la boucle. Parce que pourquoi Steve Jobs fait ce métier depuis le début? Parce qu'il avait une admiration sans borne pour Akio Morita, qui était le patron de Sony. Or, et on a déjà dit dans On refait le Mac, on peut pas être Sony si on fait pas de télé. Et si quelqu'un lance une télé chez Apple, ça peut pas être Tim Cook. Il faut être sérieux. Et c'est un formidable relais de croissance pour une entreprise comme Apple. Et voilà. Une dernière option, Olivier, qui est possible, c'est peut-être un mi-chemin entre Cédric et Rodrigo. Il peut démarrer une keynote et non pas avoir un discours produit, mais plutôt un discours sur sa vision d'Apple ou sa vision des choses, comme il l'a fait par exemple dans son université entre guillemets de formation, qui était Berkeley, je crois. Donc un discours un peu plus... Pardon, Stanford, merci. Un peu plus générique sur sa vision d'Apple et pourquoi il passe le relais et pourquoi il est confiant sur le futur. Et puis après, passer la main sur la partie produit à d'autres. Je vois pas Tim Cook le faire, je vois pas grand monde le faire, mais se forcer à le faire pour, entre guillemets, adouber les bonnes personnes. Donc ça peut être un keynote relais. Oui, et il revient pour le One More Thing, pour lancer la télé en disant on a déjà de la chance quand on a révolutionné 4 industries, comme dirait Rodrigo. Voilà, la 5e, et Apple est lancé pour 10 ans. Voilà. Mais non, sincèrement, il faut savoir de temps en temps accepter la réalité, messieurs. Il a dit qu'il s'en allait, c'est marqué. Il n'est plus le CEO d'Apple, il est le président du conseil d'administration. Le patron maintenant, c'est Tim Cook, et imaginez que Steve Jobs revienne sur scène, même pour passer le relais, ce que je le souhaite sincèrement, mais il aurait pu l'annoncer, ça aurait fait encore plus feu d'artifice à la fin de la keynote, en disant voilà, c'était ma dernière keynote. Ça aurait été un effet de surprise supplémentaire, un effet de buzz supplémentaire. Et là, il a besoin de laisser Tim Cook faire ses preuves, et s'il était encore là, alors, c'est mon impression. Et c'est mon avis, s'il revenait, ce que je souhaite vraiment, sur scène dans le mois prochain, il risquerait de faire de l'ombre à son futur successeur. Avant qu'on parle de Steve Jobs comme probablement le plus grand patron de tous les temps, si on revient à 10 ans en arrière, le plus grand patron de tous les temps, c'était Jack Welch. Et Jack Welch était le patron de GE, General Electric, qui était la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Et il a duré 20 ans. Henry Ford, il a duré 20 ans à la tête de GE. Et on a dit, il n'y aura jamais de successeur aussi incroyable que Jack Welch. Et il y a un bouquin qui s'appelle From Good to Great, de monsieur qui s'appelle Collins, qui analysait la performance des résultats, la performance en bourse, etc. de GE depuis 100 ans. Et on se rend compte qu'avec des styles de management extrêmement différents, la performance de chacun des patrons de GE n'a jamais été supérieure à celle du précédent, elle a juste été pareille. Et aujourd'hui, le style de Jeff Immelt, qui a repris les rênes de GE depuis 10 ans, est totalement différent du style de Jack Welch, qui était extrêmement agressif. Et ça marche pareil, c'est aussi performant, ou peut-être un petit peu moins récemment. Donc, il y a des successions qui se préparent longtemps à l'avance, et chez GE, à l'époque, ils les préparaient 5 ou 10 ans avant. Moi, je suis assez confiant que Tim Cook va reprendre le truc comme il faut.
Il y a une manière générale dans les questions des internautes, pas mal d'inquiétudes sur l'avenir et la capacité qu'aura Apple sans Steve Jobs dans l'avenir à garder sa capacité justement d'innovation. Et c'est vrai qu'on se posait déjà la question avant le départ de Steve Jobs, ici même dans ce podcast, à partir du moment où Apple est leader, comment ils peuvent, entre guillemets, se remettre en cause et comme ça révolutionner un marché alors qu'il suffirait de gérer l'avance et de gérer l'existant. Est-ce que quelque part, voilà, le phénomène, il ne s'est pas déjà amorcé avant même le départ de Steve Jobs, messieurs? Bah moi je crois pas. Je crois qu'il conserve une grosse avance dans beaucoup de domaines. Hein. Les tablettes, la téléphonie mobile et même les ordinateurs, tout bêtement. Alors, peut-être pas purement au niveau du produit, si on compare les produits les uns à côté des autres en termes de spécifications, mais on sait que c'est plus large que ça avec Apple. Il faut rajouter au-delà du produit l'usage. Et puis l'expérience de shopping, et puis le marketing et la com qui va avec, c'est-à-dire que quand on achète un produit Apple, c'est aussi un produit statutaire, on l'achète pour se faire plaisir. Donc cet ensemble, produit, usage bien fait, marketing qui va avec, valeur d'estime quand on achète le produit, est assez inégalé et Apple a encore pas mal de temps d'avance. Alors, question de WAMSEB64, elle s'adresse à Rodrigo. La nomination de Jobs en tant que président du conseil d'administration, est-ce que selon toi, ça va être un vrai rôle actif ou c'est plutôt une transition en douceur pour rassurer les marchés? Rassurer les marchés, je ne crois pas. Je voyais aujourd'hui des posts de Michel de Guilhermier qui suit le cours de bourse d'Apple depuis très longtemps. En effet, la transition d'Apple semble avoir été anticipée depuis longtemps. Donc, ce n'est pas un impact sur les marchés financiers. Le conseil d'administration aux États-Unis est un organe très fort, un petit peu comme en France. Je ne connais pas bien son rôle. En France, c'est un rôle pénal, civil et pénal. C'est-à-dire qu'on est garant du bon fonctionnement et de la transparence et de la véracité des résultats de l'entreprise. Je ne pense pas qu'ils prennent ça à la légère. S'il est président du conseil d'administration là-bas, il va avoir un rôle actif, mais ça se réunit tous les X temps. Parfois c'est tous les mois, parfois c'est tous les 3 mois, parfois c'est moins. Je ne sais pas chez Apple. C'est tous les quarters, donc c'est au moins une fois par quarter. Je ne pense pas que c'est pour les marchés. Transition en douceur, je sais pas. Les gens de chez Disney à ce sujet, hein, puisque Steve Jobs fait partie du board de Disney, donc il n'est pas chairman, mais il fait partie du conseil d'administration. Du board chez Disney, du conseil d'administration, pardon. On dit qu'il allait rester au conseil d'administration de Disney, malgré le fait qu'il n'avait pas participé aux 2 ou 3 dernières séances, donc depuis 3 trimestres. Qu'il allait encore en faire partie. Donc il a eu du mal à assister déjà au board de Disney. J'espère qu'il n'aura pas du mal à assister au board d'Apple. Moi je suis pas sûr que son rôle soit très grand. La première réunion va nous dire ce qu'il entend vraiment y faire. Il faut avoir une preuve par l'exemple. D'ici là, c'est de la conjecture. Et je pense que et Cédric et Rodrigo et toi Olivier, vous pouvez essayer un parallèle qui est intéressant sur le rôle de chairman versus le CEO avec l'histoire de Eric Schmidt et de Larry Page chez Google. Eric Schmidt était CEO de Google, il en est sorti, il est maintenant chairman, mais les rôles sont bien définis. Politique extérieure pour Eric Schmidt, c'est peut-être lui qui est à l'origine du rachat de Motorola cet été. Politique intérieure, technologie et développement produit pour les fondateurs. Larry Page notamment. Or ça, c'était le précaré de Steve. Il n'a jamais été très fort sur la partie business relations publiques, relations externes. Rappelez-vous, avant qu'il soit viré d'Apple, il avait pris quelqu'un de l'extérieur, si vous vous souvenez bien, pour travailler là-dessus et lui se concentrer sur les produits. Donc John Sculley. Donc lui, qui l'a foutu d'ailleurs à la porte. Donc lui, il va être chairman, mais dans un rôle qu'il n'a jamais pratiqué, qu'il a toujours voulu déléguer avec John Sculley, et sur lequel il n'a jamais été actif chez Apple. Alors soit c'est un lot de consolation entre guillemets parce qu'il ne peut plus assumer le poste de CEO, mais moi je suis pas sûr qu'il l'assume énormément. Parce que c'est pas son truc, et ce gars-là a avant tout fait toute sa vie des trucs qui lui plaisaient. Donc il va peut-être faire autre chose, mais ça, à mon avis, ça pense plus, à mon avis, comme un titre honorifique. Ouais. Ce qu'il va vraiment faire, on va le voir à la prochaine session, c'est-à-dire en novembre. C'est-à-dire que le rôle d'un CEO, c'est pas simplement de veiller à la conception et réfléchir à des nouveaux marchés. C'est aussi un mais gestion, même pas. C'est un directeur général. Et on sait depuis quelques années, je termine juste une petite seconde, depuis quelques années que
que de par ses ennuis de santé et de par ses occupations avec Pixar et d'autres choses encore, il n'avait plus le temps de gérer au quotidien, et ça l'intéressait pas, c'est pas un gestionnaire Apple, et Tim Cook faisait très bien le boulot. Donc, absolument, mais c'est... Ma question, c'est est-ce que quelque part, il n'était pas déjà un peu président du conseil d'administration, Steve Jobs? De fait. Et il était leader maximo et peu importe le titre qui va derrière. Voilà, c'est hasta siempre la revolution. Enfin, voilà. Mais oui, c'est pour ça que tu vois, tu peux trouver plein de boîtes où les choses fonctionnent différemment. Il y a des boîtes où le CEO, parce que le CEO c'est l'équivalent du PDG en fait en France, est très hands-on, s'occupe de tout. Et puis il y en a où il délègue énormément. C'est vraiment des questions d'organisation, de gouvernance d'entreprise et puis de personnalité. Donc là, oui, évidemment, il était très. Enfin. Il y a quand même, on a vu aujourd'hui là sur Google Plus une histoire qu'a publiée Vic Gundotra, qui est le patron de Google Plus chez Google, histoire extraordinaire, assez touchante, où il raconte que quand il était en 98 patron des applications mobiles chez Google, un matin, il était à un office religieux un dimanche matin et son téléphone sonne, numéro masqué, il répond pas, il sort, il prend le message, c'est Steve Jobs qui l'appelle pour lui dire Vic, faut que tu m'appelles, on a un grave problème. Alors évidemment, il rappelle immédiatement, il se dit pour qu'il m'appelle un dimanche à 10h du matin, c'est gravissime. Et Jobs lui dit écoute, je viens de découvrir un truc dans l'application. Là, je sais plus de quelle application il s'agissait. Le deuxième O de Google, je suis persuadé que c'est pas la bonne nuance de jaune. Histoire vraie, c'est Vic Gundotra qui la raconte et on peut pas le soupçonner de mentir. Donc voilà, je t'envoie un mail et je mets en copie machin chez moi dans mon équipe. Il faut que ce soit réglé d'ici demain. Je suis désolé de t'avoir dérangé. Non, c'est important, t'as raison. Mais et Gundotra ahuri par le niveau de détail examiné, de perfectionnisme examiné directement par le CEO. Ça, c'est des choses qui, de fait, n'existent pas ou pas beaucoup ailleurs. Ou alors, même si le patron détecte un problème sur un bout de produit qui sort de chez lui, il va déléguer la résolution du problème. C'est pas lui qui va envoyer des mails aux gens à l'extérieur, à l'intérieur, mettre des gens en copie en disant est-ce que je peux vous aider à régler ce problème d'ici demain. Voilà. Ouais. C'est ça aussi qui fait qu'Apple est Apple et qui fait que Steve Jobs est Steve Jobs et que je suis pas certain que Tim Cook il a envie d'aller examiner la couleur des logos Google des applications sur iPhone. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est plus du perfectionnisme là. En ce qui concerne Steve Jobs, c'est une pathologie. On est bien d'accord. Exactement. Oui, en même temps, si j'étais son conseil d'administration et que j'apprenais ce genre d'histoire, je dirais non mais Steve, il faut arrêter. C'est-à-dire que il y a des gens pour ça. Vous êtes trop payé pour vous occuper de ce genre de choses. Et souvenez-vous ce que nous disait Jean-Marie Hulot dans une précédente émission. Jean-Marie Hulot qui est un proche de Steve Jobs et qui est l'un des pères de l'iPhone. Et c'est vrai qu'il gère en gros notamment les relations hiérarchiques. Il a tendance à se mêler. À donner des ordres à gauche et à droite à des gens qui devraient passer par des N+1 ou des N-1 et c'est vrai que voilà en matière de management là aussi je voudrais juste souligner que c'est pas pathologique. La dictature c'est pratique. C'est une caractéristique des entrepreneurs. Ça a été documenté par exemple par Julien Codorniou dans son livre sur Quel coup. Pierre Chapaz était comme ça. Ouais. Il gérait le pixel qui était en trop sur les écrans de toutes les pages de son site. Et des gens comme ça, j'en connais plein, entrepreneurs, patrons de boîte. Mais c'est la passion de leurs produits qui fait qu'ils font ça. Alors, effectivement, il faut les éduquer pour travailler autrement. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vraiment des gens qui sont passionnés, c'est vraiment des vrais entrepreneurs qui font ça. Alors, question de Flex 6700. Tout le monde glorifie les idées de Steve Jobs, mais sans la politique commerciale de Tim Cook. Est-ce qu'Apple aurait obtenu les mêmes résultats? Messieurs, votre avis, peut-être, Monsieur X? Toi qui as travaillé avec lui. Je vais citer approximativement la réponse qu'a fait Steve Jobs à un journaliste quand il est, entre guillemets, revenu au pouvoir en rentrant de chez Next. Un journaliste l'interroge, je cite de mémoire, donc ça sera peut-être pas exact. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis votre retour? Et il a répondu de but en blanc et de manière assez lapidaire comme son habitude. C'est simple, cette entreprise est de nouveau gérée par des gens qui connaissent et aiment les produits et ces rapaces de commerciaux ne sont plus là. Tu t'es senti visé là, c'est ça? Visé, oui, complètement. Non, mais complètement, il faut être clair. Tout ça pour répondre à la question de notre ami sur Twitter. Flex moi, personnellement... 100. Ouais. Un Strasbourgeois. J'imagine. Je pense, mais je ne suis pas objectif forcément, que le succès d'Apple, c'est, on va dire, 49% de produits et de services et 51% de commercialisation et de communication. Voilà, donc c'est à parité, je dirais même un petit peu plus pour la commercialisation. Moi, je me rappelle être arrivé en 2001 chez Apple, ce qui m'avait fait autant halluciner que l'iPod à l'époque, c'était le premier magasin qui
qu'avait ouvert Apple. Et donc, oui, on doit remercier l'un et l'autre. Mais ça, c'est nous, avec notre vue extérieure. Pour Steve, je pense pas. Franchement, je pense qu'à 95%, ce sont les produits et les produits uniquement. Et à 93%, lui-même, sa seigneurie, sa majesté. Est-ce que question incidente de la Nicole 72. Maintenant que Steve est parti, tu vas voir. Maintenant que Steve s'en va-t-on enfin découvrir l'identité de True Mr. X? Ben non. toujours pas donc. Mais non. Non. Donc, et puis on ne sait pas s'il est vraiment parti. Et puis on ne sait pas s'il existe vraiment True Mr. X en plus. Donc il y a que nous et les gens d'Apple qui savent qui c'est en fait. Oui, voilà. Oui, en gros, et les avocats d'Apple. De manière générale, c'est vrai qu'on reproche, c'est ce que se lit, on a pu lire dans les Twitter que vous nous avez envoyés, les tweets que nous avez envoyés ce soir. Ce qu'on reproche de manière générale à Tim Cook, c'est peut-être son manque de charisme. C'est là où il devra faire ses preuves, messieurs. On ne va pas faire un Steve Jobs 2. Ça ne sert à rien de faire un Steve Jobs 2. Il y a des styles de leadership, vous en parlez tout à l'heure. Il y a des gens qui ont un charisme à moitié plein. Je pense à Phil Schiller, par exemple, sur scène. Pas gentil de dire ça. Tim Cook, c'est plutôt un charisme à moitié vide. Il a beaucoup on va pas lui demander de faire la même chose que ça. Peut-être qu'il va inventer un nouveau style, peut-être que ce sera plus de chef de produit, peut-être qu'ils auront un amuseur public comme Guy Kawasaki dans le temps. Voilà, faut pas s'attendre à avoir un Steve Jobs 2 sur scène. En fait, c'est une question sibylline, messieurs. Pourquoi c'est une question sibylline? Parce que pour moi, quelque part, on ne remplace pas Steve Jobs. On lui succède, c'est pas pareil. Exactement, et c'est le gros problème de Tim Cook, c'est qu'on lui demande à la fois de rentrer dans les chaussures de Steve Jobs, et ce qui est mission impossible, parce qu'évidemment, à la première keynote présentée par Tim Cook, au moment où il va mettre le premier pied sur la première marche de la scène, les gens vont dire, c'est pas aussi bien qu'avant. Donc, de sens, ça c'est perdu d'avance. Ouais. Toi, tu et on lui demande en plus... non, moi j'étais sur en plateau à LCI à la même heure. Ça le concurrent. Et en même temps, on lui demande de tracer sa route. On lui demande en gros de faire la même chose en traçant sa propre route, mais en étant pareil. Enfin, c'est un enfer. Le défi lancé aujourd'hui à Tim Cook, il est d'enfer. La seule façon, à mon avis, qu'il a vraiment de s'en sortir, c'est de remplacer Steve Jobs en disant Steve Jobs est irremplaçable, bien évidemment. Et donc, voici l'équipe que nous avons aujourd'hui qui va reprendre en main Apple. C'est le seul moyen de s'en sortir honorablement, sans avoir une espèce de prétention implicite impossible à tenir. Sinon, cette succession, plus qu'un remplacement, serait vraiment un cadeau empoisonné, parce que tu l'as dit, on fera toujours la comparaison. Alors, est-ce que la solution, messieurs, alors il y aura toujours à la tête un patron, et là, a priori, le patron, ce sera plus qu'a priori, puisque c'est le CEA, c'est le PDG, c'est Tim Cook. Mais est-ce qu'on peut imaginer, de par, comme on le disait en préambule de l'émission, qu'il y ait plusieurs personnes mythiques de la firme qui sont encore au sein d'Apple, on l'espère encore pour longtemps, que ce soit par exemple un Jonathan Ive, ou du moins un Phil Schiller, même s'il est moins connu. Scott Forstall, vachement important. Oui, mais qui est plus jeune. Qui forme un triumvirat ou un quatuor pour que à ces quatre-là, ils forment un Steve Jobs, quoi. D'un côté, le créatif avec Jonathan Ive. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, absolument. Mais c'est logique. Mais c'est normal. Ce serait plus logique que certains trucs que j'ai vus sur Twitter où certains réclamaient le retour de Steve Wozniak, que je trouve sympathique, mais à mon avis, pas forcément extrêmement réaliste. Il est très intéressé par les courses. Ça s'appelle le Segway, c'est ça? En Segway, oui. Monsieur X. Il y a quand même un truc, Olivier. Moi, je pense que bien évidemment, non, c'est pas si évident que ça d'ailleurs. Rodrigo a raison. Non. Il faut. C'est pas vrai. Bah si. Il faut trouver pour Tim Cook une manière de succéder à Steve Jobs et il faut qu'il l'invente. Mais c'est pas nouveau. Il y a des successions dans toutes les boîtes, au-delà du secteur tech, régulièrement des parents charismatiques qui s'en vont dans les banques, dans l'industrie. On invente un nouveau patron, c'est tout. Je vais me faire l'avocat du diable. Oui, mais il y a quand même une chose, Olivier. Ouais. Voilà. Hormis ça. Et donc ça, je pense que Tim Cook est capable d'inventer quelque chose largement. La particularité d'Apple, c'est que c'est une entreprise centrée autour du produit et de l'innovation. Je ne crois pas du tout, une fois les portes refermées et Tim Cook tenant les clés de la boutique, qu'un triumvirat avec Phil Schiller, Jonathan Ive et Scott, ça puisse marcher. Parce que humainement, c'est assez compliqué, et puis on n'a pas beaucoup d'exemples qui aient... montrer des triumvirats réussis, à commencer par l'Antiquité. Donc il faut quand même trouver pour Tim Cook quelqu'un en dessous de lui
qui va reprendre le poids qu'avait Steve sur les développements de produits et qui va trancher entre les avis divergents du marketing, du design, de la fabrication, de la conception. Autrement, tu pourras plus faire de produits comme le premier iMac blanc qui était une hémisphère, où en gros Steve Jobs a dit à l'engineering, j'en ai rien à faire, d'accord. Notre produit qu'on a designé avec Jonathan, c'est un demi-ballon, une demi-sphère, vous mettez l'électronique dedans. Vous débrouillez. Voilà. Donc il faut quelqu'un qui tranche, et il faut que Tim puisse s'appuyer sur quelqu'un à qui il donne les clés de la bagnole en termes de décision produit. Et moi, ce n'est que mon avis, je pense qu'il ne l'a pas aujourd'hui, ni chez Jonathan Ive, ni chez Phil Schiller qui n'a pas la crédibilité pour ça. Il lui manque un vrai patron de l'engineering. J'en reviens, et ça sera mon point final, à John Rubinstein. Vous savez que c'est un peu la marotte du moment. Il lui manque un John Rubinstein pour déléguer. Il l'a pas. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, petit rappel, John Rubinstein c'était l'ancien vice-président d'Apple, ce qui était très agréable parce qu'en plus il parlait, croyez-moi, c'était bien. Ouais. Il était en charge de quoi, du hardware, hein, Monsieur X, si je me souviens bien. Développement des produits matériels. Voilà. Et puis il est parti chez Palm. Et puis il était PDG de Palm. Et puis Palm a été racheté par HP. Et il a dirigé la division mobile de chez HP. Éphémère, la division mobile qui a été donc fermée cet été, malheureusement. On devait en parler dans la première de Refait le Mac. Et maintenant, non, il est pas libre. Maintenant, il est responsable de l'innovation chez HP. Enfin, il y a des gens sur cette table là qui. Il y a des gens. Non, mais il parle la Silicon Valley dans le texte maintenant. C'est très bien. Ouais, exactement. Non, mais il y a un autre langage sous-jacent là-dedans, mais parce qu'il y a des boîtes comme ça où il y a plein de gens qui ont innovation dans le titre et on ne sait pas trop ce qu'ils font dans la vie. Mais il est responsable en gros de l'extension du domaine de la lutte de WebOS au moment où le touchpad s'arrête, etc. Donc de fait, ouais, on peut considérer qu'il doit être assez libre de tous engagements. Et c'est un truc que je voulais aborder parce que ça m'est venu comme une fulgurance cet après-midi. C'est mais où est John Rubinstein dans toute cette histoire? Et à mon avis, John Rubinstein, il a peut-être une place à reprendre. Il aurait certainement sa place. Hein. On en a souvent parlé dans ce podcast parce que c'était là certainement l'un des plus talentueux parmi les prétendants à la succession. Voilà, pas au remplacement de Steve Jobs. Malheureusement, il s'est fait écarter. Il s'est fait écarter parce que peut-être il avait une vision qui était un peu trop de personnalité. Et il faisait peut-être déjà de l'ombre à Steve Jobs à l'époque. Mais non, il s'est fait écarter parce qu'il parlait à Olivier Frigara. Non, je pense pas, non. Parce qu'il y a au moins une aussi bonne raison. Pour conclure, encore deux petites questions, mais je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Rodrigo. Pourquoi les gens sont aussi frileux et se disent, oulala, la succession va être difficile, Apple est tellement une entreprise atypique, et Steve Jobs aussi. Rodrigo, il est vrai qu'il y a eu aussi un précédent. Steve Jobs est déjà parti une fois, dans d'autres conditions, il a été viré en 85, et quelques années plus tard, la boîte, bon, c'était d'autres circonstances. La boîte. Quoi, John Sculler revient? Pardon. La boîte a failli disparaître. Il y en a eu plein. Hein. La boîte a failli disparaître. Est-ce que tu penses qu'un tel scénario peut se répéter, même si j'ai une petite idée? Et au-delà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Apple a changé pour longtemps? Non, je pense que sur le moyen terme, dont parlait M. X tout à l'heure, au moins sur les 4-5 prochaines années, tout est déjà prévu, les produits sont déjà prêts, même s'il y a quelques tests, quelques doutes. On a bien vu des plantages de temps en temps, des choses comme je sais plus quoi là, ça s'appelle Ping. Mais c'est prévu. Je peux t'en citer quelques-uns. À l'époque, si vous vous souvenez, qu'est-ce que j'ai fait de mon cube? Il avait passé 8 ou 9 ans chez Apple. Il n'avait pas mis en place toute cette culture d'entreprise, tous ces process, toute cette équipe. Il n'avait pas cette position absolument dominante sur le marché. Je ne pense pas aux consommateurs ici. Je pense essentiellement aux fournisseurs, la supply chain, des gens chez qui il achète en Asie ses produits, comment ils conçoivent, les Foxconn et tout ça. Il y a un écosystème qui a été mis en place, il y a une culture, il y a des process, il y a une équipe. Enfin, Apple est extrêmement solide aujourd'hui par rapport à la première fois où il est parti. Et Cook hérite franchement d'une très belle boîte. C'est quand même extraordinaire d'hériter de la première ou deuxième capitalisation mondiale sur une boîte qui fait des marges insolentes, absolument insolentes, tous les quarters supplémentaires, qui ne vaut pas cher. Pour parler juste un peu technique, ça vaut 9 fois les résultats si on enlève le cash. C'est que dalle. Les boîtes de tech aujourd'hui, ça vaut 15 fois le PER. Microsoft vaut 10, Amazon vaut 80, mais tout le monde vaut entre 15 et 20. Et eux ne valent que 9. Donc, il y a encore une très très belle croissance devant eux. Le seul risque que je vois vraiment, c'est pas de la concurrence, c'est qu'ils arrêtent d'innover.
c'est que dans 4-5 ans, ils s'assoient sur leur laurier et qu'ils n'aient pas une nouvelle invention de type iPad, une nouvelle invention de type iPhone, une nouvelle invention de type iPod qui ne marche pas. Et je pense que ça, ils ont dû mitiger ce risque et essayer de développer plein de choses qu'on n'a jamais vues, qui existent sûrement depuis les cartons depuis quelques temps et qui vont lancer progressivement. Mais c'est le seul vrai risque. Le risque, c'est donc de s'endormir sous ses lauriers et de perdre ce qui fait l'âme de l'entreprise, à savoir l'innovation, le design et la simplicité. Pardon, juste pour finir, Huntington vous parlera en géopolitique de la fin de la civilisation. Il décrit les hégémonies. Il y a toujours une puissance dominante à chaque siècle. Ça a été les Espagnols, puis ça a été les Français, puis c'était les Anglais, puis c'était les Américains, et maintenant ça va être les Chinois. Il y a toujours une boîte, enfin un pays qui domine, donc ça s'appelle un hegemon, pendant un temps, et puis il est pris par un autre. Donc ça va arriver. Il y a un jour où Apple sera moins fort, ça arrivera, mais c'est forcément pas dans les 4-5 prochaines années. Donc dernière question Twitter pour ce soir de Flamby premier. Il est rigolo ce nom. Salut François, c'était la question est intéressante. Respect, voilà. Flamby premier. Voilà. Non, mais c'était bien pour conclure parce que voilà, c'est aussi l'heure des bilans là. On va jouer aux anciens combattants. Alors messieurs, quel était selon vous, quel est pour vous le produit Apple de l'ère Steve Jobs qui vous a le plus marqué? On va commencer par Monsieur X. L'iPod. Et si je dois motiver oui. ma réponse, c'est parce que j'ai jamais vu un produit lancé dans une entreprise, et j'en ai quand même fait 4 ou 5 maintenant, qui ait été autant décrié par ses employés et refusé, repoussé par ses employés. Ah ouais, carrément. Et absolument. Et que le patron a imposé en l'expliquant à coups de baffe, et qui est devenu, pas uniquement le symbole, qui est devenu en définitive le carburant de la Renaissance. Ouais. Voilà, donc l'iPod, parce que moi j'avais jamais vu ça. Un patron qui arrive et qui dit, entre guillemets, ça c'est le futur d'Apple. Tout le monde dans la boîte qui dit, cause toujours, tu m'intéresses. Quelques-uns qui osent l'ouvrir et qui en prennent une en moins de 2. Et il réussit à convaincre tout le monde, à réformer l'entreprise, à remettre les process en place et à transformer l'entreprise à travers un produit qui restera un produit fabuleux. Je crois que rien que pour ça, ils vont pas l'arrêter, ou aussi peut-être pour faire jalouser ou infirmer Rodrigo. L'iPod vivra encore au moins pendant 10 ans. Sachant qu'il est rare qu'un produit qui démarre aussi difficilement sa carrière commerciale atteigne de tels sommets. Monsieur, tu nous rappelles combien vous aviez vendu en France d'iPod les premiers mois de sa commercialisation? C'était moins d'une centaine par semaine, et encore dedans devait y avoir 50% de ventes aux employés d'Apple France et d'Apple Europe. Bon, la France n'a jamais été le premier pays en termes de vente d'iPod, ça a toujours été l'Angleterre. On est loin des centaines de millions vendus depuis. Voilà. Comme quoi la croissance. Quand j'en suis parti quelques années plus tard, en un trimestre, celui de Noël, Apple était capable de vendre rien qu'en France, qui n'était pas le plus gros pays, 1,5 million d'iPod. Donc ça a été une multiplication par 500 en quelques années. Donc l'iPod, bien sûr, quoi. Voilà le produit phare. Cédric, ton produit référence de Steve Jobs? Je pense que c'est évidemment l'iPhone. D'abord parce que j'ai pas le même vécu que Monsieur X sur l'iPod, et puis parce que il n'y a pas d'autres exemples. Comment dire, Apple n'a pas inventé le smartphone. En revanche, ce qu'Apple a inventé, le moment auquel il l'a lancé, ça a été un grand coup de pied aux fesses du reste de l'industrie, qui soit s'était soumis aux diktats des opérateurs. Enfin bref, qui faisait des produits qui n'étaient pas très intéressants. Et voilà. Et là, pourtant, armé j'ai envie de dire des mêmes armes technologiques que les autres, Apple a fait un produit qui était superlatif pour l'époque, qui avait des défauts, etc. Enfin, on va pas se refaire le Mac du Mac, hein. Mais non, pas le genre de la maison. Mais où là, tout à coup, on a fait ah ouais, d'accord. Bon, alors après, il a fallu réprimer l'enthousiasme des fanboys qu'on dit ça y est, demain, il y aura plus que ça comme téléphone dans la rue. Mais bon, bref. Ouais, l'iPhone. Et puis parce qu'en plus, l'iPhone, j'ai revu encore il y a pas longtemps la keynote de l'iPhone. La keynote de l'iPhone, c'est un truc à passer en business school jusqu'à la fin des temps, quoi. C'est voilà les enfants, vous voulez faire une démo, vous voulez lancer un produit, this is how it's done. Voilà, c'est un peu comme aller regarder un show à Broadway avant d'aller faire du théâtre de boulevard. Et j'avoue que j'avais eu la chance d'être à San Francisco pour cette fameuse keynote. C'était de loin c'était de loin la meilleure. Ah, celle-là, elle poutre. L'anthologie de Steve Jobs, c'était du billard, et c'était vraiment
Un travail fantastique, j'en ai encore les poils qui s'irrissent. Rodrigo, alors ton produit préféré de l'ère Steve Jobs? J'ai 4 produits. Non, j'ai du mal à répondre parce que c'est pas mon produit préféré. Mais le produit qui marque la deuxième ère Steve Jobs, je suis d'accord, c'est l'iPhone. Je suis personnellement pas fan de ce produit-là, c'est pas celui que je préfère. Moi, celui qui m'a fait revenir chez Apple, c'est l'iMac PowerPC G5. La dalle à l'écran plat, blanc. J'ai vu ça, mais je vous assure, j'ai vu la keynote. Alors, je crois qu'elle était en live à l'époque, mais dans l'heure, j'en ai acheté un. Elle était en France, monsieur. Elle était faite par Phil Schiller. Elle était en France, c'était... dans l'heure, j'en ai acheté un. Et mon associé de l'époque, avec qui on faisait le business, dans l'heure, en a acheté un. Et c'est encore mon produit préféré. Je l'ai encore dans mon salon, en PowerPC. Donc, il tourne dans 2 versions d'OS d'avant. C'est celui que je préfère, mais c'est pas celui qui a marqué l'ère Steve Jobs. L'ère Steve Jobs, c'est vraiment, vraiment l'iPhone. Et la meilleure analogie pour ça, c'est le tsunami qui vraiment envahit toutes les forteresses des 200 opérateurs dans le monde, qui, pour les plus jeunes d'entre vous qui nous regardaient, il y a 5 ans, ne laissaient rien faire aux gens. Il fallait montrer patte blanche, il fallait avoir 10 ans de bilan à présenter, il fallait, je restais poli, se laisser faire complètement par ces dictateurs qui étaient les opérateurs mobiles. Quasiment du jour au lendemain, ce tsunami iPhone a complètement mis sens dessus-dessous, comme disait Marx avec Hegel, les relations entre les fabricants d'applications et les opérateurs. Et ça a généré tellement de bienfaits. J'en citais 3. Le SDK, dès le premier jour, le SDK de l'iPhone est extraordinaire. Il a peu évolué quelque part. Il était extrêmement bien conçu dès le départ et tous les paradigmes de navigation sont toujours là dès le lancement. La deuxième chose, ils ont explosé l'usage de l'Internet mobile, que personne ne faisait. À l'époque, ça ne marchait pas. Vous vous souvenez, Nokia était ce grand géant qui avait 2-3 applications qui ne marchaient pas. Ça a explosé l'application mobile. 3, ils sont allés chercher une population qui n'utilisait pas Internet. Alors, je vais passer comme un vieux misogyne, mais toutes les femmes que je connais vivent sur leur iPhone et accèdent Facebook toute la journée, et leurs mails, et leurs photos, et leurs machins, et leurs trucs. Ça a étendu un marché qui était complètement bloqué à des mecs comme vous et moi, des geeks qui s'en servaient toute la journée pour faire un truc. Et donc, c'est extraordinaire la révolution qu'ils ont fait. Et puis, cet écosystème qu'ils ont créé d'applicatifs autour de l'iPhone. Alors, évidemment, le résultat, on le voit aujourd'hui, c'est 50% du chiffre d'affaires d'Apple. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est qu'ils ont totalement détruit la marge d'opérateurs comme... de constructeurs comme Nokia. Ils ont totalement détruit des gens comme Motorola. Ils représentaient, dès la 2e année, 100% des profits d'un opérateur comme AT&T. Ça, c'est Apple. Ça, c'est l'ère Steve Jobs. Et en ce sens-là, l'iPhone est vraiment un produit absolument mythique. C'est sa plus grande réussite, en tout cas. Alors ça, toi, c'est sa plus grande réussite. Moi, je fallait plus de produits. Mais c'est vrai que l'iPhone, en ce qui me concerne, si ça vous intéresse... Et l'iPad, d'ailleurs, d'après ce que je dis, l'iPad n'est qu'une déclinaison du même produit, non, tu vois. Ça suffit. Ouais, ça fait un quart d'heure. Ça suffit, Bref. Ça vous intéresse quand même? Non, on peut pas t'en empêcher. Je suis assez d'accord avec Rodrigo. Assez d'accord avec Rodrigo et avec Cédric, c'est l'iPhone, parce qu'au-delà, l'iPhone, par sa synthétisation, l'arrivée de l'interface tactile, elle existait ailleurs déjà, mais vraiment, c'était vraiment avec le doigt, pas avec un stylet, hein, souvenez-vous à l'époque. Et puis surtout, c'est devenu le standard. C'est-à-dire qu'Apple a imposé son standard. C'était la première fois que un téléphone, un smartphone pour qui se vend aujourd'hui, doit être tactile, il doit avoir une dalle en verre. Il doit avoir à peu près le même format qu'un iPhone et le même form factor. Voilà, mais bon, les choses évoluent maintenant avec Android, mais voilà. Mais moi, mes deux produits phares d'Apple, mais ça, c'est le vieux Mac maniaque qui parle. C'est d'abord le Power Mac Cube. Hein, c'était une machine qui n'a absolument pas marché, mais c'était pour moi la vision de vraiment faire différent au sein d'Apple. C'était vraiment la vision du slogan de Think Different dans les début des années 2000. C'est une machine à part. Et bien sûr, l'iMac tourne seul, qui par son design, Monsieur X nous en parlait l'autre jour, non, tout à l'heure, ça va pas bien, a vraiment ressemblé à tout sauf un ordinateur et a permis à beaucoup de gens de se mettre à l'informatique tout en étant rassurés, mais il n'y avait pas encore la force de vente qu'il y avait aujourd'hui pour qu'il se démocratise. Il n'y avait surtout pas la capacité de le vendre pas cher, comme ils arrivent à vendre pas trop cher, dirons-nous, les ordinateurs aujourd'hui, car à l'époque, les iMac étaient bien plus chers que les plus puissants des iMac qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Voilà, messieurs, on a essayé
de jouer les anciens combattants, de souvenir, de répondre à vos questions. On a essayé de garder le sourire, mais croyez-moi, on est franchement triste ce soir de faire cette émission. Et moi, je suis pas triste. Moi, je suis heureux que Steve, après plus de 30 ans dans cette boîte, prenne un peu de recul, s'occupe de sa santé à 100% et qu'il ait créé cette magnifique société. Moi, je suis pas triste qu'il prenne un peu de recul. Mais je suis triste, en tout cas, du contenu de la lettre qu'il nous a laissé sur le site d'Apple. Et on préférait que les choses se passent plus sereinement, et on l'espère dans l'avenir pour lui. Messieurs, on va passer à vos coups de cœur. Alors, messieurs, vos coups de cœur, on commence par Rodrigo. Alors, cet été, je me suis dit que ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans un Apple Store et que j'avais pas payé 500 fois le prix du produit que j'allais acheter. Et je suis allé acheter une Magic Mousse. Alors, une Magic Mousse, c'est quoi? C'est comme une souris, sauf que elle a pas de fil. Incroyable, regardez, il n'y a pas de fil. Elle est sortie il y a 2 ans, Rodrigo. Et là-dessus, ça fait trackpad. Ben vous savez quoi? C'est vrai? Ouais. Vous savez quoi? C'est pas vrai. J'ai pas aimé. Ah, c'est pour ça que j'en ai pas. Et du coup, j'ai acheté un Magic Trackpad. Non mais c'est bien. Tu es bon client. Et après on se dit mais comment ils font tout ce profit? Voilà, avec des clients comme Rodrigo. Voilà, il achète un truc, il est pas content, alors il en achète un autre. C'est merveilleux, tu es merveilleux. Il faut que je vous le dise. Ça, regardez, c'est tout fin, c'est tout mignon. Vous le posez où vous voulez et c'est top parce que vous avez l'impression d'utiliser un MacBook Pro sur votre Mac Pro. Et mon Mac Pro, du jour au lendemain, depuis que j'ai installé OS X Lion, avec ça, il est top. Vous voyez, je fais ou je fais. Ouais, et c'est magnifique. Il est vachement bien. Et pour ce que c'est pas cher. Un écran. Donc, coup de cœur. Magic Trackpad, coup de cœur. Magic Mouse, D'accord. Non, j'ai un deuxième coup de cœur. Justement, alors, vous ne le savez peut-être pas, mais de temps en temps, je m'en vais explorer la campagne avec mon ami Cédric Ingrand. Ouais. Et parfois même, il y a Olivier Friguera. Ah, mais non. Mais oui. Et parfois, on s'arrête chez des gens qui ont des trucs qui pendouillent sous des plantes qui s'appellent des raisins. Ouais. Ah. Ouais, du raisin. Ouais. Et le raisin, c'est bien, c'est le vigneron. Alors, le week-end dernier, j'étais à Bordeaux. Et à Bordeaux, c'est pas mal. Allez voir mon Twitter, vous verrez tout ce que j'ai bu. Je vous dirai juste le vendredi, Pétrus. Dimanche matin, c'était sympathique. Alors, mon coup de cœur, c'est pas Pétrus. Mon coup de cœur, c'est une application qu'on fait des Bordelais avec la CIVB, qui est le truc du pinard à Bordeaux. C'est le Shazam pour le vin. C'est une appli pour. Mais ouais, c'est une appli pour votre téléphone. Tu verses le vin sur le téléphone et ils disent ce que c'est. Ouais. Essaye pour voir. Tu plonges ton iPhone dans le verre. Comme dirait mon caviste préféré, ce qui est bien avec le vin, c'est qu'on peut en faire des livres. Mais quelle idée de boire un livre. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est une application. Vous scannez l'étiquette et ça vous dit tout sur le vin. Ça vous dit le bon cépage, ça vous dit la composition, ça vous dit le sol, ça vous dit tout. L'appli, elle s'appelle Smart Bordeaux. Comme la voiture qu'Olivier n'a pas achetée, -bordeaux.com. Et vous la trouvez sur iTunes. C'est vachement bien. Elle ne marche que pour Bordeaux pour l'instant. Les 2 garçons qui font ça sont adorables, Emmanuel et David. Et ils vont bientôt le mettre dans le reste du monde. Alors, il va falloir vraiment apprendre pour la prochaine saison, parce que là, on n'est pas encore dans la saison. Mais vous prenez bien... la semaine prochaine. Vous prendrez bien un petit vin en primeur 2010 dès que les vendanges sont faites, là. D'accord. Non, tiens, Cédric. Tu le sais, il y a une seule marque au monde dont je sois un fanboy absolu, et cette marque n'est pas Apple. C'est Sonos, dont on a déjà parlé ici. C'est pas Dépêche Mode? Ça, c'est pas une marque, monsieur, c'est un groupe de musique, c'est différent, c'est de l'art pur, ce n'est même pas du commerce, tu rigoles ou quoi. Et ils sont pas mal, ça se saurait. Donc Sonos qui est ce système. Alors avant on disait de son multi-room, mais les gens comprenaient rien, donc maintenant ils ont compris. Ils ont appelé ça un système de Hi-Fi sans fil, ce qui de fait est plus fidèle. Ou AirPlay, ça marche aussi. Non, AirPlay c'est tout pourri. J'y reviendrai. AirPlay ça mobilise un device. Bon. Et donc ce système de Hi-Fi sans fil que vous pouvez faire marcher dans autant de pièces que vous avez envie d'acheter de satellites et de belles jolies enceintes qui font un son de la mort
qui tue, honnêtement. Le seul problème, c'est jusque-là, il manquait un truc chez Sonos, c'est que vous achetez une belle enceinte, donc vous en mettez une dans le salon, comme ici, une dans le bureau, et puis peut-être une dans la chambre si vous écoutez beaucoup de musique, mais il faut dire que c'est quand même relativement coûteux, donc bon. Et puis dans la salle de bain, vous allez mettre une grosse... Ça coûte un bras, on peut le dire. Ça coûte un petit bras d'enfant, ouais, c'est sûr. Et tout à coup, vous vous dites, bon, est-ce que je vais mettre les 300 ou 400 euros qu'il faut pour mettre ça dans ma salle de bain juste pour avoir France Info le matin en me douchant? Non. Il manquait donc quelque chose à la Galaxy Sonos, et je leur avais dit plusieurs fois, il manque une enceinte. Un transistor. Non, il manque une enceinte un peu plus petite, je ne sais pas, quelque chose de différent, un système, voilà. Tada! Merci Sonos, je t'aime. La voilà, la petite enceinte, la Sonos Play 3, la plus petite, qui est moins chère d'ailleurs, hein, qui coûte prix catalogue 300 euros, donc on 12 000 euros. Non, Ouais, attends, cher, c'est formidable. C'est juste pour la salle de bain, 300 euros. C'est un système sans fil complet. Tu en relis une par un câble Ethernet à ton routeur et tout le reste fonctionne sans fil. Non, laissez tomber. Et c'est sur batterie pour Mais non, c'est pas sur batterie, ça se relie au courant, bougre d'abruti. Mais voilà, celle-ci, en tout cas le temps de l'essai, parce que ce n'est qu'un prêt malheureusement, va aller dans ma salle de bain. Je vais enfin avoir France Info, mais pas que France Info, je vais aussi avoir toutes mes playlists de Spotify, la musique stockée sur ma Freebox, etc., avec une qualité sonore démente. Je voudrais avertir mes voisins dès maintenant, demain matin, ça va faire du bruit. Voilà. Donc, Monsieur X, qui est loin le plus sage de cette émission et qui nous sort toujours les coups de cœur de loin les plus intéressants. Monsieur X, quel est donc ton coup de cœur ce soir? Bon, alors moi, je suis assez branché vacances en ce moment. Oui, parce que lui, il n'est pas encore parti en vacances. Donc, mon premier coup de cœur, c'est un classique, mais c'est la meilleure application que j'ai trouvée pour occuper ma fille de 6 ans dans un avion. C'est le jeu de Mahjong sur iPhone. Il n'est pas trop tard, quel que soit l'âge, pour apprendre. Si vous avez jamais joué au Mahjong, c'est un jeu de mémoire chinois ou japonais, et vous faites des associations et des paires. Il y en a des très très beaux et des très très gratuits sur l'App Store. Donc si vous n'avez pas ça avant de partir en vacances et pour occuper vos enfants, le Mahjong, ça peut durer des heures, c'est assez exceptionnel. Donc un indispensable de votre bibliothèque. Et puis autrement, bon, c'est un peu pompeux, mais on va dire comme dédicace à Steve qui adore le design. Moi, je vais parler d'un produit qui est pas du tout un produit Apple et qui vient de sortir dans la dernière quinzaine d'août, qui est une évolution d'un produit de chez Muji, MUJI, qui est une de mes entreprises préférées. Grave. Voilà. Alors si vous connaissez ce produit emblématique de chez Muji, qui est le lecteur CD mural que vous mettez dans votre salle de bain. Bon, et ben là il y a 10 jours, il n'est pas encore en vente, hein, mais ils viennent d'en annoncer une évolution. C'est déjà disponible dans la section actualité de muji.fr. Ils viennent d'en annoncer une évolution. Ça inclut maintenant la radio, tout bêtement, et une télécommande pour 15 € de plus. Tout ça, c'est waterproof au niveau de la télécommande. Et donc, si vous n'avez pas encore un lecteur Muji mural chez vous, et ben c'est vraiment... C'est un lecteur de CD, monsieur. Ouais, c'est vraiment le moment. Allez essayer ce produit chez Muji si vous avez un magasin Muji à côté de chez vous. Allez voir ce qui est dit de ce produit. C'est tout l'esprit du design tel qu'il a été fait par Apple. L'essentiel, une fonction, c'est beau, simple, robuste, ça marche. Voilà. Moi, j'ai longtemps dit que le jour où Muji, comme on dit, c'est où, hein, sortait un ordinateur, Apple aurait du souci à se faire. Mon coup de cœur, il y en a plein parce que cet été, il y a eu pas mal de nouveautés, mais on vous réservera ça pour les futurs épisodes de Refait le Mac. Donc, je vous présentais un petit coup de cœur avec lequel je suis parti en vacances. J'ai trouvé ça à l'Apple Store, à l'Opéra. J'ai trouvé ça très sympa. C'est de loin le meilleur étui et c'est vraiment l'intégration est, je trouve, très réussie. Regardez, c'est plutôt sympa. Par contre, il y a un petit défaut. Regardez, le prix est dessus. C'est la preuve que je l'ai bien acheté. Hein, comme quoi, ça coûte quand même 80 €. C'est pas mais c'est le prix d'une montre. Bah ouais, ça s'appelle Lunatic, mais j'ai trouvé ça sympa. Alors, le bracelet silicone, 19 € chez Swatch. Hein. Ouais, et ça va dans l'eau. Ouais, mais pas assez cher. Allez, on dira ça. Voilà, messieurs, c'était le 70e épisode dont Refait le Mac. Il est arrivé, vous l'avez compris, un peu plus tôt que prévu. On vous réserve... Non, il est arrivé un peu plus tard que prévu. Non, un peu plus tôt. Non, on avait prévu à 23h. Et on arrête de m'interrompre quand je conclue l'émission, s'il vous plaît. Merci, ce serait cool. On avait prévu de recommencer cette saison un peu plus tard avec un nouveau décor, un nouvel habillage, un nouveau générique, une nouvelle formule. On est resté dans l'existant parce que c'est pas encore prêt et on a pris un peu de retard. Vous le pensez bien avec l'actualité brûlante d'Apple en ce moment. On vous donne rendez-vous très vite, peut-être même dès la semaine prochaine. On va voir. Messieurs, les amis, à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir Olivier, il faut juste que Cédric dise quelque chose sur Google Hangout. Ah oui, je Cédric crois. veut dire quelque chose. Ouais, oui, gros coup de cœur de la semaine. Depuis le premier numéro dont refait le Mac, nous oscillons pour nous parler, pour faire de la visioconférence entre iChat, très longtemps, avec, comment dire, iChat, c'est comme quand tu parles de ta belle-mère. Si, elle est pétrie de qualité, mais j'ai envie de la tuer. Voilà, iChat. Je n'ai plus ces problèmes. Moi non plus. Et mais j'adorais la mienne. Enfin bon, mais tout ça compliqué. Et voilà. Et iChat, on l'a dit plusieurs fois déjà, c'est un produit qui a pas beaucoup évolué, qui a même peu ou pas du tout évolué, et qui est tout pourri. Il a un peu évolué dans Lion. Skype de l'autre côté marchait pas mal, surtout plutôt les dernières versions, pas trop mal. Et il avait juste le défaut de faire planter QuickTime, qui nous sert aussi à enregistrer cette émission. Et il était payant. Et en plus, il était payant pour faire de la version premium, pour faire du multi, pour être à 4 à se parler. Eh bien, depuis aujourd'hui, nous essayons Google Hangout, le système de chat vidéo de Google+. Et là, c'est le vrai torture test. Ça fait 1h30 qu'on est dessus, ça plante pas, ça marche remarquablement. On se voit, ça s'adapte au débit des uns des autres. Je suis honnêtement très impressionné. Comme dirait Et ça fait un montage à la volée des écrans des gens, c'est étonnant. Ouais, en gros, ça met en plein pot celui qui est en train de parler. Sauf que là, je vois Monsieur X qui ne parle pas, mais ah oui, mais vu que c'est moi qui parle, c'est normal. Et non, voilà, c'est remarquable. Ouais. C'est presque un produit à la Apple. C'est un produit, comment dire, it just works. Voilà. Voilà, messieurs, à la semaine prochaine, si tout va bien. Et puis, on espère qu'on aura de bonnes nouvelles à vous donner dès la semaine prochaine. Je vous embrasse tous. Allez, salut. Santé à Steve.